Alors, cette deuxième partie est consacrée aux traces d'une Afrique qui est donc connectée à la mondialisation. Si on regarde certains chiffres, oui, l'Afrique dans le commerce mondial pèse 3% des flux du commerce mondial. Alors ça fait très peu, néanmoins, eh bien, on a un continent qui est bel et bien connecté aux flux mondialisés. Et pour cela, eh bien, son atout principal réside dans ses ressources naturelles. Et au premier rang de ces ressources naturelles se trouvent ces ressources pétrolières et minières. Depuis les années 2000, les puissances étrangères européennes, les Américains, les Chinois se tournent vers l'Afrique qui représente un véritable vivier, un réservoir énorme pour les ressources naturelles. En même temps, c'est pas nouveau, hein. Dès le 19e siècle, la colonisation et les puissances coloniales savaient très bien qu'elles pouvaient trouver en Afrique de très nombreuses ressources naturelles. Et cela explique qu'actuellement, eh bien, l'Afrique et de nombreux pays d'Afrique reçoivent des investissements directs à l'étranger, notamment chinois, on le sait, pour investir donc en Afrique. Alors, les réserves minérales sont absolument prodigieuses en Afrique. En 2015, vous aurez les chiffres sous les yeux, le continent produisait 78% du platinium mondial, détenait 57% du manganèse et des diamants, 13% des réserves prouvées de pétrole. Donc il y a un potentiel énorme, notamment comme des pays comme la République démocratique du Congo, qui est par contre l'un des pays les plus pauvres et sous-développés du monde. Or, on parle pour ce pays d'un véritable scandale écologique, tellement ce pays dispose eh bien, d'une quantité absolument effarante de minerais. Alors, les limites, elles sont nombreuses. Pourquoi? Eh bien, parce que on a ce qu'on appelle une économie de rente qui se met en place dans des pays justement comme la République démocratique du Congo. Pourquoi? Eh bien parce que ce sont des économies qui sont uniquement ou presque basées sur ces ressources naturelles, minerais, pétrole, etc. Ce sont des économies qui ne sont pas suffisamment diversifiées, qui sont donc extrêmement dépendantes des investisseurs et également des prix, c'est-à-dire des cours du pétrole ou des autres minerais. Si l'on prend le pétrole, pour un pays très dépendant qui est producteur de pétrole, prenons le Nigeria, prenons le Gabon par exemple, eh bien, si les cours du pétrole s'effondrent, c'est une large part de l'économie de ces pays qui s'écroule avec. Donc il y a la dépendance qui est un problème majeur et cette dépendance prend également la forme de l'implication de firmes transnationales étrangères, qu'elles soient chinoises ou par exemple qu'elles soient françaises. Vous avez le géant du nucléaire français qui s'appelle Areva, qui est extrêmement présent dans le grand pays producteur d'uranium en Afrique, qui est donc le Niger, et ces firmes transnationales ont un pouvoir qui est absolument exorbitant. Dernier élément de cette présence étrangère sur les ressources, eh bien, ce sont les terres. On a un continent qui est absolument immense. On a déjà parlé de ce phénomène de land grabbing, c'est-à-dire de mettre la main sur les terres pour y cultiver, eh bien, soit des ressources pour l'agriculture, mais surtout pour exploiter ces territoires. On sait que les Chinois sont extrêmement friands de terres africaines, mais ils ne sont pas les seuls. Vous avez les Européens, les Américains notamment, qui achètent, les Russes aussi, qui achètent à tour de bras des terres donc en Afrique. Dernière ressource à ne pas oublier, même si sa part est beaucoup plus faible, c'est la ressource paysagère. Qui permet la mise en place et le développement d'une activité touristique qui commence à attirer de plus en plus de touristes en Afrique. Vous avez des pays comme le Kenya ou comme la Namibie qui développent justement des parcs pour voir la faune de la savane ou la faune typique de ces régions, et ça commence du coup à se développer un petit peu. Alors, deuxième point, c'est que l'Afrique, eh bien, comment fait-elle pour se connecter de plus en plus
à la mondialisation, c'est en développant ces infrastructures qui vont permettre de la désenclaver, qui vont permettre de la sortir de son isolement, encore une fois, qui est relatif. Alors, comment fait-on dans la mondialisation? Vous savez très bien que l'un des processus élémentaires de la mondialisation, c'est ce qu'on appelle la maritimisation des économies. Tout se passe ou presque par mer quand on parle de commerce mondial, et à ce moment-là, il faut développer les ports. L'Afrique est déjà dotée d'un certain nombre de ports importants, notamment au Cap en Afrique du Sud ou le port de Lagos au Nigeria. Vous avez le Maroc qui a développé une très très grande infrastructure, une zone industrielle-portuaire à Tanger, hein, vous regardez, c'est la photographie que j'ai mis au tout début du diaporama, qui permet les exportations, et vous avez des infrastructures type des grands ports mondiaux avec des grues, des ports à conteneurs, etc., etc. Enfin, en plus des ports, eh bien, l'Afrique dispose bien sûr d'aéroports et d'axes routiers qu'elle s'attache progressivement à développer. Alors en général, ces réseaux de transport sont beaucoup plus développés à proximité des littoraux, mais enfin, notamment avec des investissements étrangers, notamment chinois, l'Afrique s'équipe peu à peu et diversifie, densifie plutôt même, ces réseaux de transport. Alors l'Afrique n'en reste pas là, elle a de grands projets en route, notamment du côté du port de Djibouti. Vous savez, Djibouti, c'est ce tout petit pays dans la corne de l'Afrique, mais qui est stratégique parce qu'il se situe eh bien, en face de la péninsule arabique au niveau du détroit de Bab el-Mandeb, et plusieurs armées mondiales, les États-Unis, la France, etc., ont la présence de l'armée, mais c'est également un grand port de commerce absolument stratégique sur la route entre l'Asie et l'Europe, et eh bien, la Chine a inauguré, notamment grâce à des investissements chinois, eh bien, un port de plus en plus moderne, donc à Djibouti. L'Éthiopie, toujours dans une autre veine, a développé un grand barrage qui s'appelle le barrage Renaissance et qui est censé lui assurer une autonomie, une souveraineté énergétique. Ne pas oublier, c'est important dans une logique de mondialisation, c'est le développement des réseaux qui permettent une connexion numérique et qui permettent une connexion Internet. Et donc, vous avez petit à petit l'Afrique qui se câble de plus en plus. Dernier point de cette partie et de cette inscription de l'Afrique dans la mondialisation, c'est une présence culturelle. Il y a énormément de flux de biens culturels qui existent entre l'Afrique et l'ensemble de ces diasporas dans le monde. Hein, tout d'abord, des gens qui vont consommer, si l'on peut dire, de la musique africaine, des séries télévisées, des films produits en Afrique, et cela va générer donc des flux. En parlant de cinéma, vous avez une industrie cinématographique particulièrement florissante au Nigeria, ce qu'on appelle Nollywood. C'est la deuxième région du monde en termes de production de films après Bollywood, hein, donc l'industrie du cinéma indienne, et devant même Hollywood. Et le Nigeria inonde le marché africain de ses productions cinématographiques et également donc de séries télé, mais donc elle exporte, puisque voilà, pour de nombreux Africains résidant aux États-Unis ou en Europe par exemple, eh bien ils vont consommer et ils vont regarder des films qui sont produits par cette industrie nigériane. On a également de plus en plus une production musicale. Alors, de plus en plus, je veux dire, une production qui s'exporte, qui influence, et ça c'est pas nouveau, qui influence les musiques européennes ou également américaines, mais vous avez des chaînes comme MTV qui permettent de retransmettre à l'échelle mondiale, eh bien, de la musique africaine.
Dernier point hein, sur l'art contemporain ou l'art d'une manière générale africain, qu'on retrouve pas simplement un art d'époque comme on trouve au Quai Branly par exemple à Paris, mais on a également un art africain contemporain qui est extrêmement dynamique et qui commence à pointer le bout de son nez sur des foires internationales. Il s'en est tenu à New York, à Londres, à Paris, et ça permet de faire connaître les artistes africains. Et pour terminer, une petite note, ça peut vous donner un conseil de lecture que je vous conseille vivement. C'est en littérature hein, des écrivains qui sont de plus en plus visibles, au premier rang desquels l'écrivaine nigériane qui s'appelle Chimamanda Ngozi Adichie, qui vit entre le Nigeria et les États-Unis. Elle est très très célèbre, elle vend beaucoup de livres qui sont, encore une fois je vous les conseille, et qui a un succès international. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans ses livres, eh bien, elle parle du Nigeria, et c'est moins la vie d'une Africaine, par exemple aux États-Unis, qu'encore une fois une description de ce qu'est le Nigeria dans le passé et également le Nigeria contemporain. Voilà, c'est tout pour cette deuxième partie.